Bienvenue à tous à Seignos. Nous sommes devant le bâtiment du Fonds Labégor, donc qui abrite une galerie d'art, un restaurant et une structure patrimoniale qui est consacrée à l'œuvre de Serge Labégor, le peintre français bien connu des amateurs. Et donc cela fait 10 ans, quasi exactement, que nous avons démarré cette aventure. Et aujourd'hui, c'est l'occasion et le moment est venu de fêter et de remercier tous les gens qui ont aidé à l'avènement de ce projet et qui a tenu 10 ans. C'est déjà un bel âge et longue vie encore à ce lieu. Merci à tous. Nous voici à Seignos, dans cette fondation qui a été créée il y a 10 ans. Quel sens ça a pour vous, qui avez été longtemps seul, avec vos toiles dans le garage? Oui. Quel sens ça a pour vous, cette fondation? C'est inespéré. C'est-à-dire que quand elle m'a annoncé qu'elle allait faire une fondation, évidemment, j'ai essayé de l'en dissuader d'ailleurs. Je connais la difficulté de la peinture et de la faire valoir. Donc, quand je suis arrivé ici, j'ai été sidéré agréablement. Et puis surtout, par le monde qui est venu ici et dont la plupart sont restés fidèles à ce lieu. Donc pour moi, c'est une galerie qui m'est doublement, triplement chère. D'abord parce que je suis un vieux biarrot. Si vous voulez, la villa familiale était à Biarritz, qui pour moi a été, quand elle a été vendue, je me suis retrouvé tout nu. Mais donc voilà, c'est comme ça qu'on a connu Hossegor. J'ai remplacé Biarritz par Hossegor. Et donc je suis venu très souvent en vacances. Et elle aussi, Sophie, a été très attachée immédiatement à ce lieu. D'abord parce que comme sportive, elle était tout le temps dans l'océan. Et puis voilà, donc pour moi, d'y revenir, c'est un bonheur. Serge Labégor a toujours fait partie de ton paysage. Oui, absolument. Et j'ai toujours pensé que c'était peut-être le seul peintre expressionniste français que je connaisse. Et je savais, chaque fois que je le voyais, que je voyais une œuvre de lui, je pensais toujours à cette phrase de Nietzsche: il faut beaucoup de chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Ce chaos intérieur qui est le sien, sous des dehors d'un être placide, quelque part, ça me touchait énormément de voir cette peinture qui est expressionniste, une fois encore, où il mettait ses tripes au soleil. Voilà. Déjà, merci infiniment d'être venu, d'avoir fait cette longue route pour certains dans des conditions difficiles et périlleuses, puisqu'on est le premier week-end de vacances de l'année, puis il y a d'autres soucis. Mais bon. Bien, j'ai souhaité vous rassembler tous, car sans vous, j'aurais ce qui s'est créé il y a 10 ans, puisqu'on est quasi jour pour jour. 10 ans après au moins l'inauguration l'ouverture du restaurant, ici en juin, puisque l'inauguration avait eu lieu en novembre 2014. Mais sans vous tous, j'aurais pas réussi ce pari un peu audacieux. Et donc, en premier, c'est pour vous remercier. Voilà mon comptable. Donc tout ça a diverti, c'est vraiment très important pour moi et j'ai souhaité faire cette petite fête. Donc merci à tous ceux déjà qui m'aident à l'organiser, à Jean-François qui m'aide pour les boissons, et j'espère que le tout sera agréable dès qu'on aura fini de visiter. Donc c'est pour remercier, mais c'est aussi voir pour chacun d'entre vous quel est le fruit, le résultat de votre investissement, de votre amitié auprès de moi, et de voir ce que j'ai réussi, pas réussi, où c'est qu'on en est. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de cette œuvre que j'ai pas la faiblesse, mais au contraire la force, je parle de l'œuvre de mon père, de considérer comme une œuvre
majeure et forte de la peinture française et occidentale. Et donc je suis très heureuse depuis 10 ans, 11 ou 12 ans maintenant, de me consacrer à aider avec mes modestes moyens son travail. Car, je voulais le dire tout à l'heure, mais je me suis fait un discours, mais je ne vais pas le dire. Comment vous dire, l'œuvre de Serge, mon père, je la vois plus, oui, comme un patrimoine, une richesse à protéger et à défendre, parce que c'est une richesse, je pense, pour notre communauté humaine, française, aquitaine, qu'il serait dommage de perdre, quoi. Et donc, je me sens un peu plus comme Stéphane Bern, quoi, d'essayer de protéger, de faire en sorte qu'on ne perde pas cette belle œuvre qui a plus de 76 ans d'existence. Donc, voilà mon ambition. Si on revient au début, évidemment, tout a commencé en fait en 2011, quand j'étais employée à la mairie de Seignos. Je nourrissais une certaine lassitude de la fonction publique territoriale. Et donc j'avais une réunion pour l'agrandissement de cette zone artisanale. Et une collègue de la communauté de communes qui gérait cette zone, ce projet, me disait que tous les lots étaient vendus, sauf le lot destiné à accueillir un restaurant. Alors j'étais étonnée, et pourtant, me dit-elle, le prix est vraiment très intéressant, on est surpris que personne ne présente de projet valable. Donc c'était un vendredi, et c'est vrai que j'ai demandé le prix en rentrant au bureau, et puis le samedi matin, je suis partie courir. Et je sais pas, c'est Montaigne ou Montesquieu qui disait qu'on réfléchissait bien quand on bougeait. Enfin, c'est l'un des deux. Et c'est vrai qu'en courant, je me suis dit, je peux faire un restaurant, parce que j'adore faire la cuisine. Alors évidemment, j'ai découvert après que aimer faire la cuisine ou tenir un restaurant, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, c'est une aventure. Mais j'y ai vu l'occasion de créer un lieu artistique, d'RTP autour de l'art de mon papa, de son œuvre, et d'abord qui créerait peut-être un service qui n'existe pas entre Bordeaux, Pau et Bilbao, puisque bon, le musée Bonnard est toujours désespérément fermé à Bayonne. Donc je me disais, c'est chouette, c'est un enfant d'Aquitaine, et derrière, grâce à lui, je peux faire venir d'autres artistes que les gens n'auront pas l'heure de voir, si ce n'est à aller à Paris ou à Honfleur, ou Havre, etc. Donc, j'ai bien réfléchi. J'en ai parlé d'abord à ma petite tête, mais surtout à Domi, qui évidemment, sans qui rien n'aurait été possible. Domi, c'est mon ami. On se connaît depuis très très longtemps, mais nous faisons route commune depuis plus de 34 ans, ou je ne sais plus. Donc voilà, elle était d'accord. Après, évidemment, j'en ai parlé à mes parents. Alors c'est là que vous vous dites, il manque quelqu'un. Ma mère. Où est ma mère? Alors Jean-François, il va croire qu'elle met ses bigoudis, parce qu'il y a eu une anecdote que peut-être on vous racontera, mais en vérité, ma maman a eu la malchance de tomber dimanche soir et de se casser le col du fémur. Tout à l'heure, si vous voulez bien, je prendrai une photo de tout le monde pour lui envoyer un grand bonjour. Ainsi, mes parents ont été intéressés quand je leur ai présenté ce projet, ma famille. Et puis j'ai écrit aussi donc, à quelqu'un que je ne connaissais pas, donc Jean-François, et c'est vrai que tout de suite il m'a écouté. Et quand on s'est vu, c'était le 24 décembre, et on s'est quitté, il m'a dit c'est Noël, c'est ça Noël, et après tout était possible, quoi. Et ainsi, 2 ans après, j'ai pu vous inviter donc, à l'inauguration de ce lieu. Ça a été beaucoup de travail, et comme je vous l'ai dit, je ne vais pas tout détailler, donc j'ai réservé à chacun d'entre vous, et par famille, parce que j'en ai pas fait assez, un petit document qui retrace à peu près les chiffres, tout ce que j'essaie de dire à présent. Donc là, stratégiquement, je vais passer, dans le timing, la parole à Alain Cariou. Après, j'aimerais que Eric Baudet, de la Galerie du Havre, nous parle un tout petit peu de Haydn. Et ensuite, je vous présenterai la surprise, c'est la nouvelle salle du Fonds La Bégor. Parce qu'une des pistes que je n'ai pas dites, voilà, ça peut être repris l'œuvre de ce peintre, par une institution, un privé,
Mais on peut aussi s'appuyer sur ce qui existe déjà et le développer. Ça peut être aussi quelque chose une piste à étudier. Donc voilà. Et après on ira à la table et on ira manger. Vous faites partie de la toute nouvelle association des Amis de Serge Labégor. Alors, les Amis de Serge Labégor, expliquez-nous. Oui, merci. Merci de cette question. Effectivement, les Amis de l'œuvre de Serge Labégor, c'est quoi ? C'est une amicale qui s'est constituée il y a 6 mois autour d'une dizaine de personnes, et j'espère que d'autres fans de Serge viendront grandir les rangs. L'idée, elle est toute simple de cette amicale. Nous souhaitons contribuer à augmenter la notoriété et faire perdurer et pérenniser l'image de ce grand peintre, qui est un des plus grands expressionnistes français. Et nous nous attachons à imaginer les moyens que pourrait prendre un futur développement de cette notoriété. Et notre ambition, c'est effectivement d'élargir ce cercle des amateurs, de gens qui perçoivent ce que Serge veut dire, toute la richesse, l'humanité, la vie qu'il y a derrière ces tableaux, derrière son œuvre. Mais il n'a pas la notoriété qu'il mérite. Il est loin d'avoir la notoriété qu'il mérite. C'est pour ça que ce petit cercle s'est réuni, s'est créé et se réunit pour booster, si je peux employer ce terme, sa notoriété et qu'il soit reconnu à sa juste valeur. Comme vous, nous sommes animés par l'admiration et par la passion de l'œuvre de Serge et souhaitons, au-delà de cette journée, participer à sa pérennisation et à faire connaître sans relâche et toujours plus l'importance de votre œuvre. Petit retour en arrière sur la genèse de ce projet. Fin 2023, j'ai ressenti le besoin d'accompagner Sophie avec une idée toute simple. Pourquoi ne pas solliciter tous ceux qui, j'en faisais l'hypothèse, partageraient mon envie de contribuer à la concrétisation du rêve de Sophie. Vous avez bien compris, dans le petit mot que Sophie avait partagé, qui a une admiration sans borne pour l'œuvre de son papa, et le rêve de voir cette œuvre recueillir encore plus d'adeptes. Elle a lancé en décembre dernier, à l'occasion des préparatifs de la célébration des 10 ans, nous y avons répondu et sommes devant vous, les amis de l'œuvre de Serge, pour partager le fruit de nos réflexions. Notre force motrice, c'est le respect et l'admiration pour l'œuvre de Serge, et bien sûr pour l'énergie de Sophie. Certains sont des professionnels de l'art, artistes ou galéristes, d'autres sont des amateurs qu'on pourrait qualifier d'éclairés. Nos profils sont complémentaires et notre contribution est désintéressée. Depuis 6 mois, nous avons découvert le plaisir de travailler ensemble de manière assidue, bien sûr avec l'implication permanente de Sophie, pour porter ce regard extérieur à l'activité du fond. Alors, je voudrais vous présenter Christian, qui se cache derrière la paroi, Bertrand, Anne, Pascal et Jean-Claude, Pierre, Marie-Noël et son fils Antoine, et puis votre serviteur Alain. Concrètement, nous avons tenté de définir quel pourrait être le projet, nous l'avons décrit, et nous l'avons synthétisé dans les grandes lignes. Comme l'a dit, on va reprendre un peu ce qu'a déjà exposé Sophie, mais nous avons identifié 4 grands axes qui ont émergé lors de ces discussions. Tout d'abord, c'est capitaliser sur le fond lui-même, ça paraît une évidence. Le deuxième, c'est le transfert à un organisme public.
En 3, s'appuyer sur une démarche qui pourrait être une démarche privée. Et enfin, 4, développer un réseau de galeries partenaires, un réseau Labégor en quelque sorte. Et dans la créativité et l'enthousiasme de ce groupe, on a imaginé plusieurs combinaisons de ces 4 grands axes. Une idée en particulier a suscité l'intérêt, voire l'enthousiasme, la création d'un musée autour de l'œuvre de Serge peut être étendue au mouvement de l'expressionnisme. Ce serait dans ce cas une première, car à notre connaissance, il n'existe pas de tels musées sur notre territoire. Ceux-ci sont déjà présents dans d'autres contrées européennes, on peut penser à l'Allemagne ou la Norvège, et les plus hardis d'entre nous ont même imaginé de les contacter, ces musées, et d'évaluer l'intérêt avec eux d'une collaboration. Les Riades de Seignos, voilà une autre piste que tu as évoquée, Sophie. Cette piste nous a tenus en haleine et bien occupés, ma foi. De quoi s'agit-il précisément? Eh bien, il s'agit d'une opportunité locale, comme Sophie l'a exprimé, un bâtiment de 1500 mètres carrés sur un terrain d'environ 4 hectares, qui est aujourd'hui à l'abandon, bâtiment en ruine. À l'origine, construit pour accueillir un musée de la forêt, je crois que la construction date des années 30. Ce lieu est actuellement en déshérence et il fait aujourd'hui l'objet d'un appel à projet de la part de la communauté de communes. Anne et Pierre ont participé aux réunions publiques et ont obtenu l'inscription de l'idée d'un musée de l'expressionnisme dans les conclusions de la consultation publique. Le cahier des charges, si nos informations sont correctes, sera disponible cet été et nous n'écartons pas la possibilité de se mettre sur le rang, si on peut. Alors, on ne vous cache pas, cependant, nous craignons que les critères qui soient définis dans le cahier des charges soient trop restrictifs pour envisager une participation véritable. Autre possibilité qui, celle-ci, relève de l'évidence, c'est Fronsac. Fronsac, c'est le lieu de vie et de création de Serge. Depuis quelques décennies. Voilà. Fronsac, c'est l'atelier. Ce sont également des paysages qu'il a peints. C'est aussi l'ancrage et l'histoire familiale, en tout cas au niveau régional. Mais Fronsac peut aussi devenir le futur. Là, pourrait s'envisager un nouveau développement dont certains d'entre vous pourraient être partie prenante. Pour le moment, nous n'avons pas encore exploré les autres pistes, à savoir la piste du réseau de galeries, ni du transfert du fonds à une structure, qu'elle soit publique ou privée. Lorsque le projet aura pris corps, nous saurons bien trouver les moyens pour mener à bien. Réfléchir à moyen ou long terme, c'est passionnant. À court terme, nous aimerions bien aussi contribuer au fonctionnement du fonds pour t'aider, Sophie. Là, nous pourrions être utiles. On a vraiment cette volonté de t'aider. Voilà, je ne voudrais pas être trop long. Nous allons encore passer quelques heures ensemble. Ça sera l'occasion, je l'espère, de répondre à vos questions, vos interrogations, d'échanger sur des idées que vous pourriez avoir autour d'un verre. Mais avant de repasser le micro, je voudrais me tourner vers mes amis pour voir s'ils veulent ajouter un petit mot. Et voilà. En 2024, est-ce qu'on est l'un des amis de l'œuvre de Serge Labégor? Déjà parce qu'on est amoureux de sa fille, et ensuite parce qu'on aime profondément le peintre. Et j'ai d'abord découvert le peintre, j'ai été scotché par sa peinture depuis La Base sous-marine, et depuis il ne me quitte plus. Et depuis j'ai rencontré Sophie, qui est une personne absolument incroyable,
Et donc, je suis tombé amoureux et du peintre, et de sa fille, et surtout de sa peinture. Et donc voilà, on a envie que ça devienne le peintre français reconnu internationalement, voilà, et qui est un grand musée pour lui. Je pense qu'il faut mettre en garde, parce que toutes les époques, pas toutes les époques, mais les époques peuvent ignorer leur plus grand peintre. Ça serait dommage, hein, que notre époque ignore ce grand peintre. Et en préparant cette réunion, j'ai pensé à 2 anecdotes. La première, c'est 12 novembre 1918, Claude Monet décide, en signe de paix, d'offrir à l'État français des nymphéas. Donc, il contacte Clémenceau, qu'il connaît parce Clémenceau a une maison près de Giverny, et Clémenceau s'est dit ouais, super, 2 toiles, pas mal, ça pourrait être plus. Donc, il va essayer d'avoir toutes les nymphéas. Et finalement, en 1920, un don officiel est fait pour une grande partie des nymphéas. Et là, Monet a du mal à lâcher ses bébés. Je sais ce que c'est. Et j'imagine que vous savez ce que c'est. Mais finalement, 1927, les nymphéas à l'Orangerie sont inaugurés, sans Monet puisqu'il vient de décéder. Mais Clémenceau a tout fait pour respecter les désirs, les choix, les souhaits de Monet sur la disposition des nymphéas. Quelques années plus tard, 2002, le maire de Rodez, qui a vu les cartons pour le projet de l'abbatiale de Saint-Rémy de Conques, c'est ça, dit à Soulages, à Pierre Soulages, c'est dommage, ces cartons, il faut en faire quelque chose, il faut les montrer. Soulages trouve l'idée excellente, donc là on est en 2002, et finalement en 2005, Soulages va faire un don de plus de 500 œuvres. Là, le projet de musée de France va commencer à voir le jour, et en 2014, donc il y a 10 ans, comme le fond, en 2014, le musée Soulages à Rodez est inauguré, et aujourd'hui, c'est plus d'1 million de visiteurs qui a vu ce lieu incroyable. Et moi, ce qui me rend fier d'être là aujourd'hui, c'est en voyant ces 2 exemples, et il y en a plein d'autres, c'est de se dire que quand il y a des rencontres, quand l'histoire rencontre l'art, quand un homme politique rencontre un grand peintre, et ben il peut se passer quelque chose, et cette chose-là dépasse, nous dépasse, vous dépasse les petits êtres humains qu'on est, pour faire quelque chose de très grand. Enfin, l'Orangerie, à l'époque, dans les années 27, l'Orangerie, les Français s'en foutaient, ils étaient dans le cubisme, ils ne voulaient pas du tout de l'impressionnisme. Mais c'est 20 ans après, quand les Américains ont commencé à acheter certaines nymphéas qui étaient restées à Giverny, et là, les gens se sont dit, mais attendez, on a un patrimoine incroyable. À Rodez, les habitants de Rodez se sont dit, mais un 3e musée pour une ville comme Rodez qui a je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'habitants, mais c'est pas beaucoup. On n'a pas besoin d'un 3e musée. Et maintenant, c'est le musée Soulages à Rodez. Le monde entier connaît Rodez grâce au musée Soulages. Donc, voilà, maintenant, c'est la vie. Merci beaucoup, Christian. Alors, avant d'ouvrir
porte sur... parce que c'est aussi des grandes nouvelles. Il y a une nouvelle salle maintenant dans ce bâtiment. Je vais demander à Eric s'il veut dire quelques mots sur Henry Hayden, ou si tu préfères les accompagner et commenter en direct. Il y a une très bonne acoustique là-bas, tu vois. Juste vous dire quelques lignes qu'a écrites Francine de Michel, qui est notre secrétaire général corse, qui vit en Corse. Et, donc, c'est une personne formidable, elle est très âgée, elle a eu du mal à un peu plus se déplacer. Mais enfin, elle a une carrière extraordinaire, elle a été responsable de l'université française, directrice de cabinet d'un ministre de l'Éducation nationale, etc. Bon. Et c'est vrai que ça fait très longtemps qu'elle, Marie, tu la connais bien, j'imagine, à Francine. C'est grâce à elle aussi qu'il y a eu la rétrospective nationale à la chapelle de la Sorbonne en 2002, pour mon père. Elle a envoyé quelques lignes, papa. Donc je lis vite, parce que je sais que le discours, au bout d'un moment, c'est rasoir. Donc je vis avec l'œuvre de Serge Labégor depuis plus de 50 ans. Ses portraits renvoient au tragique de l'existence, à son absurdité. Ces hommes et ces femmes à la violence contenue, à la puissance maîtrisée, dans un face-à-face entre l'être et le néant, nous clament à travers leur silence, leur désir de résister à la mort, au pouvoir, à la soumission. Il y a tant de liberté dans les regards des êtres créés par Serge Labégor. Cette peinture qui n'est jamais brutale ni féroce, mais impitoyablement l'humanité face à son destin de créatures jetées dans la nuit du monde et qui pourtant doivent exprimer leur vie. Les fulgurances de ces peintures nous ont ouvert des vertiges incalculables. Merci, cher Serge, pour cette œuvre, votre œuvre, qui a embelli notre vie. Signé Francine. Merci, Francine. Voilà, je suis contente. J'ai pas cité Christian, c'est bien mon grand ami aussi qui a été formidable. Je t'ai cité, je sais plus. Bon, on s'en fiche. Walter, mon contact aussi qui est mignon. Enfin voilà, mon cousin Bernard qui est là, avec Jeanne. Betty et Bernard Besny qui a fait le seul film qui existe sur l'exposition incroyable de la base sous-marine de Bordeaux en 2005. J'ai pas cité Valérie, la jeune dernière aussi des galeristes qui vont défendre mon père à Orléans. Qui d'autres? Mes amis du Chénet, les Diards de Bordeaux, qui sont formidables aussi. Enfin, en tout cas, merci infiniment. Eric, ça va être à toi. Et puis moi, je vais... si ça t'embête pas, hein, sinon je te laisse parler. Donc on fête aujourd'hui les 10 ans de la fondation Serge Labégor et avec Henry Hayden. Voilà, grâce à vous. Oui, merci. Effectivement, pourquoi Henry Hayden ici? Parce que tout simplement, en dénominateur commun, c'est la galerie Suiro. Henry Hayden était considéré un peu comme l'aîné des peintres chez Suiro, le patron parmi les exposants. Et Serge était un jeune peintre à l'époque. Donc aujourd'hui, il y avait un sens à ce que Henry Hayden soit associé à Serge, même si les peintures sont totalement différentes. Henry Hayden est un peintre polonais qui est arrivé en France au début du XXe, qui a adhéré au mouvement cubiste. Et puis ici sont présentés des paysages de sa dernière période, des années 50 au début des années 70, pardon, et qui expriment une théorie assez étonnante qui est, pour Hayden, la peinture est une soustraction. C'est-à-dire qu'il faut en enlever, c'est-à-dire que par rapport à un paysage, il va épurer, il va supprimer tout ce qui est du domaine, pour lui, de l'inutile, du détail, pour arriver à une forme de géométrisation des formes et des blocs, et jouer aussi sur les couleurs et les palettes, réinventer un peu le paysage avec des palettes assez audacieuses. C'est aussi une façon de ramener Serge Labégor à sa jeunesse. Oui, d'une certaine manière, en effet. La galerie Suiro était une des grandes galeries parisiennes, fréquentée par Malraux, et Serge faisait partie de cette... On dit souvent, on a ce terme assez amusant d'écurie de la galerie, avec des peintres aussi comme Guast, comme Guancé, et des peintres comme Lursa, et des peintres qui étaient importants, de générations différentes. Et il était intéressant pour les jeunes peintres de côtoyer des personnages qui avaient une forte personnalité et qui avaient un vécu très important, qui avait traversé le siècle. Quand on parle le dernier, c'est toujours difficile, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de discours,
Et il faut être bref, parce que sinon on lasse son monde. Donc pourquoi Haydn est présent aujourd'hui? Tout simplement parce que Serge était jeune peintre, a exposé, était dans la galerie Suiro, dont Henri Haydn était, ce qu'on a l'habitude de dire, le patron, un peu. C'était le glorieux aîné. Haydn, c'est un peintre polonais qui est arrivé en France au début du XXe, qui a rejoint une colonie polonaise en Bretagne, qui a intégré Paris et le quartier Montparnasse, qui a eu une influence cézannienne, qui a débouché fort logiquement sur une adhésion au cubisme. Jusqu'en 21, il était chez Rosenberg, et en 21, il en a fini avec le cubisme. Il se trouve complètement enfermé dans un système, et il abandonne aux grandes dames de Rosenberg, qui va lui savonner plus que la planche, puisque Rosenberg va mettre tous les tableaux d'Haydn cubiste en vente publique pour lui casser complètement sa cote. Haydn revient parce qu'il est enfermé dans ce système et il a besoin de, comme il le dit lui-même, rééduquer son œil. Donc il va aller peindre sur nature. Et là, il a on ne peut pas dire une solide traversée du désert en ce sens où il va continuer à exposer, il va exposer chez Swarovski notamment. Il va recevoir des commandes publiques, mais il a une peinture qui est une bonne peinture bien évidemment, mais qui manque de personnalité. On peut, dans les paysages, la rapprocher un peu de la peinture de Renoir. Et puis, la guerre arrive, il va partir dans le Midi, il va connaître Beckett, et Beckett va avoir une relative influence sur lui, parce que Beckett va l'emmener au sortir de la guerre dans la Marne, dans le paysage de la Marne, près de la Ferté-sous-Jouarre, à Ussy plus exactement, où Beckett a une maison monacale, comme le personnage pouvait l'être. Et puis Haydn va découvrir ces paysages et il va commencer à simplifier. Et il le dit lui-même, la peinture n'est pas une addition, mais c'est une soustraction. Il faut en enlever, jusqu'à un point d'équilibre. Et les paysages et les natures mortes que vous allez voir, les paysages notamment, sont les paysages de la Marne. Vous allez voir qu'il simplifie complètement les formes, il géométrise, et en fait c'est la parfaite synthèse entre son expérience cubiste et puis son retour à une nature qu'il a effectuée à partir des années 20 jusqu'au milieu des années 40. Et de 50 à 70, à un moment donné où bon nombre de peintres auraient jeté l'éponge, il est presque à l'automne de sa vie, et Haydn va avoir 20 années absolument sublimes, qui sont ces paysages de la Marne, paysages qu'il va travailler sur le motif avec la gouache, et qui va travailler en atelier, se partageant entre, puisqu'il a acheté une maison juste à côté de la Ferté, et son atelier parisien. Haydn, c'est pour moi une vieille histoire. Mon père est mort en 90, et comme je suis un grand sentimental, après la mort de mon père, j'ai acheté une première toile d'Haydn, qui était une certaine forme de souvenir de mon père. Et puis j'ai continué, et en 2000, par le biais de Pierre Célis, qui était un peintre que Serge a très bien connu, avec lequel il était ami, j'ai pu rentrer en contact avec Madame Haydn. Et je suis arrivé dans l'atelier d'Haydn, et ce qui était extraordinaire, c'est que j'avais l'impression qu'Haydn allait revenir et était parti acheter un paquet de cigarettes, parce que tout était là, le rocking chair, la palette, les objets, les vases, les saucières qu'il utilisait dans ses natures mortes, tout était là. Et c'était assez impressionnant. Et puis, j'ai continué à travailler. Madame Haydn est décédée. J'ai continué à travailler avec Pierre Célis, qui était le fils spirituel d'Haydn et qui a continué à défendre l'œuvre d'Haydn. Voilà. Donc, la présence d'Haydn. Et puis, je voulais dire quelques mots par rapport à Serge. Et les collaborations possibles avec les galeries. Avec Daniel Gourdette, il y a quelques années, on a organisé une grande exposition au Havre, à l'abbaye de Graville. Le Havre est une ville reconstruite, détruite pendant la guerre, reconstruite par Perret, mais il reste quelques vestiges des siècles passés, notamment l'abbaye de Graville, qui est un musée historique. Et dans l'église de l'abbaye, on a monté une exposition qui était fort belle, mais malheureusement dont il n'y a pas de traces audiovisuelles, parce que
par économie tout à fait ridicule, la mairie du Havre n'a pas filmé cette exposition. C'est un peu déplorable, je vous l'accorde, mais c'est ainsi. Enfin, ça a été on avait passé un très bon moment. Denis Tillina, qui était là, avait fait une causerie avec Serge, et c'était un moment. Et donc, je pense que c'est peut-être avec tout ce qui s'est dit tout à l'heure, je pense que c'est peut-être des manifestations, des collaborations à faire entre galeries, avec des lieux, parce qu'on fait appel, dans ce cas-là, il y avait une partie des collections de Serge, et puis une partie de collections privées. Et peut-être que sur des lieux que chacun connaît, il y a peut-être des pistes à suivre et à pouvoir monter des expositions dans cet esprit. Voilà, merci, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et je vous souhaite une bonne journée. Jean-François Dumoulin soit le premier avocat à voir la suite de la printemps méthode. Il fallait aussi avec Christian, comme ça ils vont Lydia.